Alors, la dernière fois, on avait commencé la série numéro 2. On a traité l'exercice 1. Alors, on va faire l'exercice 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? On regarde l'énoncé. Déterminer le vecteur champ électrique EO et le potentiel VO au point O, centre du carré de côté petit a. Alors, on vous donne le côté du carré qui vaut 3 cm et la valeur de la charge Q qui vaut 10 moins 11 coulombs. Alors, on a une charge positive ici, une charge négative qui est 2 fois plus grande en module, une charge positive qui est de même module que cette charge et une charge négative ici. Voilà. Alors, on y va. Alors, on cherche le champ au point O. Alors, principe de superposition, c'est-à-dire qu'on considère chacune des charges comme si elle était seule. On regarde le champ qu'elle crée au point O, et puis après, on fait la somme des 4 champs. D'accord? Donc, j'écris que E, c'est E1 comme si la charge Q1 était seule, plus E2, plus E3, plus E4. Chacune des charges étant prise comme si elle était seule. Alors, j'ai donc, je vais appeler cette charge-là Q1, d'accord? Q1 égale plus Q, Q2 égale moins de Q, Q3 égale plus de Q et Q4 égale moins Q, d'accord? Alors, j'ai mis la même couleur pour la charge et pour le champ qu'elle produit au point O, d'accord? Donc, j'ai la charge Q1 qui va donner un champ, puisqu'elle est positive, un champ répulsif E1. La charge Q2 qui est négative va donner un champ attractif E2. D'accord? Le champ se représente toujours au point O. Hein? On est en train de chercher le champ au point O. Donc, les 4 champs E1, E2, E3, E4 doivent être représentés au point O. Alors, E2 va être attractif, donc dirigé vers la charge Q2. Il aura un module 2 fois plus grand que le module de E1. Alors, pourquoi 2 fois plus grand? Parce que les distances, la distance R1 ici et la distance R2, elles sont égales et que la charge Q1 en module est la moitié de la charge Q2 en module. Donc ici, Q2 étant en module égal à 2 fois le module de Q1, eh bien le champ E2 va être 2 fois plus grand en module que le champ E1. Alors, je passe maintenant au champ E3. Alors, E3, la charge étant positive, le champ va être répulsif. D'accord? Donc, dirigé comme si la charge Q3 repoussait une charge positive qui se trouverait ici. Donc, le champ est répulsif. Et comme la charge Q3 en module est 2 fois plus grande que la charge Q1 et que les distances sont les mêmes, eh bien Q3 et E3 va être 2 fois plus grand en module que E1. Alors, il me reste le dernier champ. Alors, le dernier champ, c'est le champ E4. Q4 est négative, donc le champ va être attractif. Et il aura même module que E1 parce que en module, Q4 égale à Q1. C'est bon? Alors, pourquoi moins de Q et plus Q? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, c'est les données de l'exercice, hein? Oui, exactement. C'est les données de l'exercice
qui sont comme ça. J'ai Q1 égale à plus Q. Ici, cette charge, c'est Q2. Cette charge, c'est Q3. Et cette charge, c'est Q4. On nous les a imposés. Hein? C'est pas un choix. D'accord? On nous dit que à ce sommet, j'ai une charge positive. Ici, j'ai une charge négative. Là, une charge positive. Et là, une charge négative. C'est dans les... مدام Oui? لغد نديرو كيما نحبو. لغد نديرو كيما نحبو. Ah, vous voulez dire, j'aurais pu mettre سي Q1, Q2. Oui, oui, bien وي sûr. C'est juste, j'ai mis cet ordre juste pour pouvoir donner un nom à chacun des champs. D'accord? وي Mais, بصح لازم نبينو لك لازم ah oui, oui, bien في sûr, oui, bien sûr, il faut dire que la charge Q1, c'est ici que vous l'avez mise, la charge Q2 ici, etc. Bien sûr. Oui, oui. وي سي بون. OK. Alors, maintenant, pour calculer la somme de tous ces champs, alors j'aurais très bien pu regarder les éléments de symétrie et voir que déjà E1 et E4, ça va donner un champ vers le bas, d'accord? Puisque E1 et E4 sont symétriques, et que E2 plus E3, ça va donner un vecteur qui sera vers le haut, et puis après, j'ai plus qu'à faire la somme des deux vecteurs, celui qui est vers le haut, celui qui est vers le bas. Mais j'ai préféré vous proposer une solution qui peut être valable tout le temps, même s'il n'y a pas de symétrie. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que, puisque j'ai deux axes OX, OY, eh bien, je vais écrire. Alors, j'aurais très bien pu orienter les choses. J'aurais pu mettre mes axes OX, OY suivant les diagonales. Mais, bon, c'est un choix. J'ai mis mes axes OX et OY comme d'habitude. Et chacun des champs, je vais les décomposer. D'accord? Donc, E1 va avoir une composante. Alors, si je fais les projections, d'accord? Donc, je vais avoir une composante E1X et une composante E1Y, d'accord? J'ai pas mis les flèches. Alors, c'est pas les bonnes couleurs. Je vais mettre ça en rouge. Bon, voilà. Alors, j'ai E1X. Donc, voici un. J'ai du mal avec ça. Alors, voici E1X, d'accord? La composante E1X, et voici la composante E1Y. Est-ce que c'est bon? J'ai décomposé mon vecteur E1. Suivant l'axe X, j'ai E1X, et suivant l'axe OY, j'ai E1Y. Alors, qu'est-ce que j'ai? Que vaut E1X? Alors déjà, c'est une composante qui est positive. D'accord? Donc, elle est dans le sens positif. Alors, comment je l'ai à partir de E1? Eh bien, je vais dire que c'est E1 multiplié par le cosinus de cet angle, et cet angle, c'est 45 degrés. D'accord? La composante, alors j'écris que E1, sa composante E1x, c'est E1 cosinus 45 degrés multiplié par le vecteur unitaire I. La composante E1y, elle est négative puisqu'elle est orientée vers le bas, donc j'ai mis un signe moins ici. C'est moins E1 sinus de 45 degrés J. Ça va? Et puis je vais faire ça pour les autres composantes. C'est-à-dire que pour le champ E2, eh bien, je vais faire les projections. Donc E2X et E2Y. Alors, vous voyez ici qu'elles sont toutes les deux positives puisqu'elles sont toutes les deux dans le sens positif sur l'axe OX et sur l'axe Y. Donc, j'ai E2 qui est égal
à E2 cosinus 45 degrés I plus E2 sinus 45 degrés J. Alors, E3, je décompose aussi, donc je vais avoir E3X qui sera négative, E3Y qui sera positive, donc j'ai moins E3 cosinus 45 degrés I plus E3 sinus 45 degrés J. Et il me reste E4. Quand je décompose ce vecteur, eh bien j'ai E4X qui est vers la gauche, donc négative, E4Y qui est vers le bas, donc négative, donc j'ai des signes moins pour les deux composantes, donc moins E4 cosinus 45 degrés I, moins E4 sinus 45 degrés J. Est-ce que pour ces quatre équations, c'est bon? Vous avez suivi? D'accord. Alors maintenant, ben, j'ai plus qu'à calculer E1, E2, E3, E4 en module et ensuite remplacer dans chacune de ces équations. Alors, E1, on a dit que E1 et E4 étaient égales en module parce que j'ai la distance R1, j'ai déjà Q1 égale Q4 en module et j'ai R1 égale R4. C'est bon? Donc, j'ai E1 égale E4 égale A. Alors, je vais calculer juste E1. Qu'est-ce que c'est que E1? C'est KQ sur cette distance au carré. Alors, qu'est-ce que c'est que cette distance au carré? Eh bien, si vous regardez ce triangle rectangle, eh bien, cette distance, c'est l'hypoténuse. Donc, cette distance au carré, c'est ça au carré plus ça au carré. Alors, qu'est-ce que c'est que cette distance au carré? Eh bien, c'est la moitié du côté. Donc, ici, j'ai A sur 2. Ici aussi, j'ai A sur 2. C'est bon? Donc, cette distance au carré, c'est A sur 2 au carré plus A sur 2 au carré. C'est bon? Donc, ça fait A2 sur 4 plus A2 sur 4, ça fait A2 sur 2. Voilà. Donc, A sur 2 au carré plus A sur 2 au carré, ça me fait A2 sur 2. Et c'est pour ça que vous avez un facteur 2 qui apparaît au numérateur. D'accord? Puisque j'avais KQ sur A2 sur 2. Donc, ça fait 2 KQ sur A2. Alors, les vecteurs E2 et E3 ont le même module et ils seront 2 fois plus grands que E1 et E4 puisque tout est identique, les distances sont les mêmes, les 4 distances sont les mêmes et que j'ai Q2 et Q3 qui sont en module 2 fois plus grandes que Q1. Donc, j'obtiens E2 égale E3 égale à 2 fois E1, c'est-à-dire 4KQ sur A2. Alors maintenant, je remplace. Dans ma première équation, j'avais E1 égale E1 cosinus 45 degrés I moins E1 sinus 45 degrés J. Ben, je remplace E1 par l'expression que j'ai trouvée et cosinus 45 degrés par racine de 2 sur 2. Donc, j'ai cette expression multipliée par racine de 2 sur 2. J'ai le 2 qui disparaît. Donc, j'ai KQ racine de 2 sur A carré I moins, alors, le sinus de 45 degrés vaut lui aussi racine de 2 sur 2. Donc, j'aurai moins KQ racine de 2 sur A carré J. C'est bon? Alors, ensuite, E2. Alors, E2, je dois mettre le module de E2, c'est-à-dire 4 KQ sur A2. Alors, multiplié par cosinus 45 degrés I pour avoir la première composante. Donc, ça me donne
4 kq sur A2 multiplié par racine de 2 sur 2, ça me donne 2 kq racine de 2 sur A carré. Et pareil pour la composante verticale. Alors, E3, on a dit que c'était aussi en module 4 kq sur A2. Donc, E3 est... Alors, E3, on a trouvé que sa composante horizontale était négative. Donc, moins E3 racine de 2 sur 2. Donc, moins 4 kq sur A carré racine de 2 sur 2, c'est-à-dire moins 2 kq racine de 2 sur A2. Et la composante verticale est positive. Donc 4 kq sur A2 plus 4 kq sur A2 racine de 2 sur 2. Voilà. Et E4, les deux composantes sont négatives toutes les deux. Et elles sont égales en module aux composantes de E1, ce qui fait que j'ai moins kq sur racine de 2, moins kq racine de 2 sur A2i, moins kq racine de 2 sur A2j. Alors, ensuite, je fais la somme composante par composante. Alors, vous voyez bien que les composantes horizontales sont opposées 2 par 2. J'ai celle-ci et celle-là qui vont s'annuler et j'ai ces deux-là qui vont s'annuler. Et puis, je vais faire la somme de ces 4 composantes verticales et on trouve 2 kq racine de 2 sur A2j. Voilà. C'est bon, c'est clair? D'accord. Bon, ben on va passer au calcul du potentiel. Alors, le potentiel, c'est beaucoup plus simple puisque c'est le potentiel étant un scalaire, ben, j'aurai 4 grandeurs scalaires à additionner. Donc, le VO, c'est V1 plus V2 plus V3 plus V4. Et, le potentiel produit par une charge Q qui se trouve à une distance petit r d'un point M, c'est KQ sur R. Donc, je vais calculer chacun des potentiels et faire la somme ensuite des 4 potentiels. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai Q1 qui va donner un potentiel, alors, plus KQ sur R1. Alors, qu'est-ce que c'est que R1? On a vu tout à l'heure que c'était que cette distance au carré, c'était A carré sur 2. Donc, cette distance, c'est la racine de A carré sur 2, c'est-à-dire que c'est A sur racine de 2 ou encore A racine de 2 sur 2. Donc, le potentiel produit par la charge Q1, c'est KQ1. On va détailler. Hein. Voilà. Alors, j'écris donc V1, c'est K Q1 sur R1, c'est-à-dire que c'est plus KQ sur A racine de 2 sur 2, d'accord? Donc, je vais avoir le facteur 2 ici. Donc, 2 KQ sur A racine de 2. Le potentiel V2, eh bien, ça va être KQ2 sur R2. Alors, il ne faut pas oublier que la charge Q2, alors la charge Q2 était une charge négative. Alors, j'écris que c'est K
Q2 sur R2, c'est-à-dire moins, d'accord, 2 KQ sur la distance R2 qui est égale à la distance R1, c'est-à-dire A racine de 2 sur 2, d'accord? Donc, j'ai un facteur 2 ici, c'est-à-dire que je vais avoir 4 fois KQ sur A racine de 2, c'est ce qu'on retrouve ici. Et puis, on aura V3, alors dans la mesure où Q3 est de même module que Q2, eh bien, je vais avoir plus la même chose que Q2, mais en positif, donc plus 4 KQ sur A racine de 2, et V4 qui va être opposé à V1, donc ça sera moins 2 KQ sur A racine de 2. Voilà. Et puis, on a fait la somme de ces quatre potentiels. Et on se rend tout de suite compte que ça va donner 0 parce qu'il y a des charges qui sont équidistantes et qui sont opposées. Donc, forcément, le potentiel de Q1 va annuler le potentiel de Q4 et le potentiel de Q2 va annuler le potentiel de Q3. Voilà. C'est bon, je peux effacer? Ok, Oui, c'est bon. d'accord, merci. Bon, alors on va passer à l'exercice 4. Alors on va d'abord revoir les lancers. Alors, qu'est-ce qu'il me dit l'exercice 4? Voici, je vais réduire un peu. Voilà. Alors, on a 4 charges identiques plus Q, placées au sommet d'un carré de côté petit a. Premièrement, déterminer le champ E de Z créé le long de l'axe Z perpendiculaire au plan formé par les charges et passant par le centre du carré. Donc, j'ai mon axe OZ qui est perpendiculaire au plan formé par les 4 charges. Et on va prendre un point M sur l'axe Z et on va chercher le champ que produisent les 4 charges en ce point. Ensuite, deuxième question, à la hauteur Z égale A, on place un autre carré portant 4 charges identiques aux précédentes, de manière que les 8 charges soient réparties au sommet d'un cube d'arête petit a. Donc on a rajouté 4 autres charges qui sont disposées de la même manière au sommet d'un carré et on place le deuxième carré à la hauteur petit a, ce qui fait que c'est comme si on avait un cube avec les 8 charges qui sont au sommet du cube. Alors, calculer le champ créé par ces 8 charges au centre P du cube et calculer le potentiel électrique au point P. Voilà. Donc, on passe à la solution. Voilà. Alors, je vous ai fait plusieurs vues. Alors, voilà comment on voit les choses en perspective, comme dans le dessin que vous avez dans votre série. D'accord? Donc, on a les charges Q1, Q2, Q3, Q4 qui sont toutes égales. Je les ai numérotées pour qu'on puisse donner un nom au champ
de chacune des charges. L'axe OZ se trouve perpendiculaire au plan, c'est-à-dire qu'il va être perpendiculaire à cette diagonale, perpendiculaire à l'autre diagonale, et les diagonales, évidemment, dans un carré, les diagonales sont perpendiculaires entre elles. Alors, ce que j'ai représenté ici, c'est ce qu'on pourrait voir si on se met à la place de la charge Q4 et qu'on regarde, on se met au niveau du carré, ce qu'on voit, c'est le point O en face de nous, on voit l'axe Z vertical et on voit la charge Q1 à notre gauche et la charge Q3 à notre droite. D'accord? Donc, je suis ici, je suis à l'avant, je suis donc à la place de la charge Q4 et je regarde la diagonale AC. D'accord? Si je regarde la diagonale AC, qu'est-ce que je vois? Je vois le point O au milieu de la diagonale, je vois l'axe Z vertical et je vois mes deux charges Q1 et Q3 qui sont de part et d'autre, la charge Q1 au point A et la charge Q3 au point C. Ça va jusque-là? Alors, qu'est-ce qu'elle donne comme champ? Elles sont toutes égales, elles sont toutes positives, donc elles vont donner des champs répulsifs. Donc la charge Q1 va donner un champ E1, la charge Q3 va donner un champ E3. On voit tout de suite que ces deux champs ont le même module parce que les charges sont égales et que les distances sont égales. D'accord? Et que donc, ces deux champs étant symétriques par rapport à l'axe Z, eh bien, je vais avoir les deux composantes, si je décompose suivant un axe horizontal et un axe vertical, j'aurai les deux composantes horizontales qui vont s'annuler. D'accord? J'ai celle de E1 qui est vers la droite, celle de E3 qui est vers la gauche, et elles sont toutes les deux égales en module, donc ça veut dire que je n'aurai pas de composantes suivant l'axe horizontal. Par contre, les composantes verticales, les composantes suivant l'axe OZ, vous voyez bien qu'elles existent toutes les deux et elles sont toutes les deux dans le même sens, donc elles vont s'additionner. C'est-à-dire que si je dois écrire le résultat de la somme E1 plus E3, eh bien j'aurai, puisque E1 horizontal est opposé à E3 horizontal, eh bien E1 plus E3, ça sera E1Z plus E3Z, c'est-à-dire 2 fois E1Z puisque les deux champs sont symétriques. D'accord? Donc déjà, le résultat de cette somme, E1 plus E3, c'est 2 fois la composante E1Z ou bien 2 fois la composante E3Z puisqu'elles sont égales. C'est bon? Alors maintenant, si je me mets à la place de la charge Q3 et que je regarde ma diagonale DB, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois le point O en face de moi, je vois l'axe Z qui est vertical, je vois le point D à ma gauche et le point B à ma droite, donc je vois les charges Q4 et Q2. Alors, les voici. Donc, je vois le point O, les deux charges Q4 et Q2, qui sont symétriques par rapport à l'axe OZ, qui vont donner un champ, alors Q4 va donner un champ E4, Q2 va donner un champ E2. Vous voyez que les composantes horizontales vont s'annuler et les composantes suivant l'axe OZ vont s'additionner. Donc ici aussi, je vais avoir la somme des deux champs E2 plus E4 qui sera égale à 2 fois E2Z ou bien 2 fois E4Z. Alors voilà pour l'orientation des champs. Maintenant, on fait le calcul. Alors les champs sont symétriques 2 par 2 par rapport à l'axe OZ. J'ai E1 plus E3 égale à 2 fois E1Z. E2 plus E4 égale à 2 fois E2Z. D'un autre côté, j'ai
tous les champs qui sont égaux en module, parce que les distances sont les mêmes et que les charges sont les mêmes. Donc, j'écris, il faut que j'écrive l'un des champs, l'un des modules. Donc, j'écris module de E1. Alors, c'est quoi? C'est KQ1, c'est-à-dire KQ sur cette distance R1. Qu'est-ce que c'est que cette distance R1? Eh bien, c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle, du triangle AOM. Alors, le côté OM, c'est Z. Le côté OA, alors regardez bien ce que c'est que le côté OA sur le dessin en perspective. Hein. Qu'est-ce que c'est? OA, c'est la moitié de la diagonale AC. Alors, qu'est-ce que c'est que la longueur de la diagonale? Si le côté du carré, c'est A, eh bien, la diagonale, elle mesure A racine de 2. C'est bon? Ça veut dire que si la diagonale, c'est A racine de 2, ce que je cherche, moi, c'est la moitié de la diagonale, c'est la distance OA. Eh bien, cette distance, c'est A racine de 2 sur 2. C'est bon? مدام Oui, طلعي شوية برك في الإكسبرسيون الأولى اللي خرجتيها. oui, d'accord. مدام هنايا نورمالمون الموديل تاع E1 بلس E3 إيكال 2 E1Z. Alors, c'est vrai en vecteur, c'est vrai en Oui, vecteur, mais oui. ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai en module. Hein. C'est pas vrai en module. Regardez bien. Voici le module de E1. Alors, on va dire qui mesure 2 cm. D'accord? Plus Oui, le module de E3, ça ferait 4. C'est bon? Alors que oui, regardez si vous faites 2 fois E1Z, ça fera jamais 4 cm. c'est inférieur. Oui, c'est bon. D'accord? C'est Oui, une relation vectorielle, hein, ce n'est pas une relation entre modules. c'est bon. D'accord? Alors, on a écrit ça parce que normalement, j'aurais dû écrire, on va détailler, hein. J'aurais dû écrire que E1, alors E1 plus E2 égale à quoi? Égale à E1 horizontal plus E1Z, ça va? Plus E2 horizontal plus E2Z. Or, il se trouve que E1 horizontal et E2 horizontal, pardon, c'est 3. Hein, alors, je ne sais pas si je peux arranger ça. E3. C'est pas bon. Plus E3. Voilà. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que E1 horizontal est opposé à E3 horizontal. Donc, j'ai cette quantité-là et celle-là, quand je fais la somme, ben, j'ai 0. Donc, ce qui va me rester, c'est juste E1 horizontal plus E3 horizontal. Comme les deux sont égales, eh bien, ça revient à écrire que c'est 2 fois E1 vertical, pardon. Hein. C'est 2 fois E1Z. Alors, je vais enlever tout ça d'ici pour que ce soit plus clair. Voilà. Est-ce que c'est bon cette fois? J'ai écrit la somme
des deux vecteurs E1 et E3. Chacun de ces vecteurs, je l'ai décomposé. Donc, j'écris que E1, c'est sa composante horizontale plus sa composante verticale. J'ai fait la même chose pour E3. Il se trouve que les composantes horizontales sont opposées. Donc, E1 plus E3, c'est la somme des composantes verticales. Et comme elles sont toutes les deux égales parce que tout est parfaitement symétrique, c'est 2 fois E1Z. Mais c'est le vecteur E1 plus le vecteur E3 qui est égal à 2 fois la composante E1Z. Et ce n'est pas vrai en module. C'est bon? Oui, c'est bon, madame. D'accord. Ok. Alors, j'ai donc... on en était au calcul du module de E1. D'accord? Alors, on a dit que c'était KQ sur cette distance au carré. Alors, cette distance au carré, c'est Z au carré plus A racine de 2 sur 2 au carré. D'accord? C'est-à-dire A2 sur 2. Donc, E1, c'est KQ sur Z carré plus A2 sur 2. Et E1Z qui est ici, en rouge, d'accord? C'est E1 cosinus θ. D'accord? Donc, j'écris que E1Z, alors, toutes les composantes verticales sont égales parce qu'il y a, c'est à chaque fois la même charge et la même distance. Donc, j'ai E1Z égale E2Z égale E3Z égale E4Z égale E1Z, c'est-à-dire E1 cosinus θ. Alors maintenant, ce qui me reste, j'ai le module de E1. On a dit que c'était KQ sur Z carré plus A2 sur 2. D'accord? Ça, c'est le R1 au carré. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que le cosinus de θ? Eh bien, le cosinus de θ, c'est dans ce triangle, plutôt dans ce triangle rectangle-là, l'angle θ est ici. Le cosinus de θ, c'est Z divisé par l'hypoténuse. D'accord? Alors, cette hypoténuse, eh bien, c'est R1, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure, c'est-à-dire racine de Z carré plus A racine de 2 sur 2 au carré, c'est-à-dire A2 sur 2. Alors, je reviens ici. Cosinus θ, c'est donc Z sur R1, c'est-à-dire racine de Z carré plus A2 sur 2. Alors, le vecteur E, donc c'est 4 fois E1Z, donc c'est 4 fois le module de E1, multiplié par le cosinus θ, multiplié par le vecteur unitaire K, puisque je veux avoir un vecteur. Alors, je fais le produit donc de E1 par le cosinus. Alors, j'ai au dénominateur, alors au numérateur, je vais avoir KQZ. Au dénominateur, je vais avoir cette quantité qui est à la puissance 1 ici et à la puissance 1 demi ici. Donc, quand je multiplie, je vais avoir cette quantité à la puissance 3 demi. Donc, E, c'est 4KQZ sur Z carré plus A carré sur 2 à la puissance 3 demi K. C'est bon, c'est clair? Ça va? Voilà. Alors, Oui, c'est bon, madame. ensuite, d'accord. Alors, deuxième question. On place les 4 autres charges donc, aux 4 autres sommets du cube et on cherche de nouveau alors le champ. Alors cette fois, on le cherche au point P, d'accord, qui se trouve à la hauteur A sur 2. C'est-à-dire que le point P, c'est le centre du cube. C'est bon? Alors, si on dessine des choses vues par une face, voilà ce qu'on va voir, hein.
D'accord? Voici l'axe OZ qui est comme ça. J'ai les 4 charges qui sont, c'est vu à partir de cette face. Hein. Eh bien, mon point P, il va se trouver ici. D'accord? J'ai cette distance-là qui est la distance petit a. Et mon point P, il se trouve à la distance A sur 2, c'est-à-dire qu'il est au centre de mon cube. Voilà. C'est bon? Voilà, donc vu par une face, eh bien on voit le point P qui se trouve au centre du cube, donc à mi-hauteur sur la hauteur du cube. Alors, quels sont les champs? Eh bien, je vais avoir les 4 charges. J'ai déjà calculé les champs. Hein. C'est juste que dans mon expression, eh bien ici, j'avais trouvé que pour un point M quelconque, c'était un point qui se trouve à la hauteur Z sur l'axe OZ. C'était 4KQZ sur Z2 plus A2 sur 2 à la puissance 3 demi. Eh bien, si je suis à la hauteur P, ça veut dire que je mets Z égale A sur 2. D'accord? Et ça me donne la valeur du champ qui est produit par les charges Q1, Q2, Q3, Q4 au point P. Maintenant, j'ai aussi les 4 autres charges qui sont aussi positives et qui vont donner elles aussi un champ résultant qui sera cette fois-ci vers le bas puisque ce sont des charges positives qui vont donner un champ répulsif. Chacune va donner un champ vers le bas, orienté vers le bas. Donc la somme des 4 champs va donner une composante verticale qui sera vers le bas. Et ce champ, eh bien, il aura le même module que le champ E. Alors, je l'ai appelé E'. J'ai donc les charges Q5, Q6, Q7, Q8 qui vont donner un champ E' orienté vers le bas et qui aura le même module que le champ E. Donc, j'aurai le champ au point P qui sera nul. Est-ce que tout le monde va bien? Pourquoi est-ce que le champ au point P est nul? Je n'ai pas besoin de détailler les calculs. Ça se voit tout de suite que le point P étant au centre du cube, eh bien, le champ produit par les charges du bas va être vers le haut. Le champ produit par les charges du haut va être vers le bas. Et les deux champs, quand on les additionne, eh bien, on va trouver 0 parce que ils ont même direction, des sens opposés et même module. Est-ce que c'est bon? Voilà, c'est bon. D'accord. Alors, ça ne sera pas pareil pour le potentiel, évidemment. Le potentiel, on va additionner les 8 potentiels, c'est-à-dire qu'on va écrire que le potentiel, comme tout est identique, les charges sont les mêmes, les distances sont les mêmes, eh bien, on va dire que le potentiel total au point P, c'est 8 fois le potentiel de la charge Q1. Donc, c'est 8 fois V1. Alors, on écrit ce que c'est que V1, c'est KQ sur R1. Alors, la seule difficulté ici, c'est de voir ce que c'est que cette distance R1. Alors, cette distance R1, je vais remonter un peu, la voici. Hein. La distance R1, sur le dessin en perspective, c'est la distance. Alors, n'oubliez pas que l'axe OZ passe au centre du carré. D'accord? La distance R1, c'est la distance entre le point P et la charge Q1. C'est aussi la distance entre le point P et la charge Q3. C'est aussi la distance entre le point P et la charge Q4, entre le point P et la charge Q2. C'est bon?
Alors, qu'est-ce que c'est que cette distance? On va se concentrer sur R1 et voir ce que c'est. Alors, j'ai ce triangle-là qui est un triangle rectangle. C'est-à-dire que j'ai ici un angle droit. D'accord? Alors, si je regarde ça en me mettant à la place de la charge Q4 et que je regarde la diagonale AC, comme je l'ai fait tout à l'heure, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois la charge Q1 qui est à ma gauche, d'accord? Et je vois la charge Q3 qui est à ma droite. Alors moi, je m'intéresse qu'à la charge Q1 pour trouver le potentiel qu'elle donne au point P. Alors, quelle est cette distance R1? Alors, AC, c'est la diagonale du carré. Je vous rappelle que la diagonale d'un carré de côté petit a, c'est A racine de 2. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la distance AO, c'est-à-dire la diagonale divisée par 2, donc A racine de 2 sur 2. Donc cette distance R1, ce triangle est un triangle rectangle, R1 carré égale A sur 2 au carré, plus A racine de 2 sur 2 au carré. C'est bon? Ça, c'est la distance R1. Alors, le théorème de Pythagore me donne le carré. Donc, c'est ce que je viens de dire. R1 carré égale à A sur 2 au carré plus A racine de 2 sur 2 au carré. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est R1. Donc, j'ai extrait la racine de cette somme de carrés. Alors, A racine de 2 sur 2 au carré, ça va donner 2 fois A carré sur 4, c'est-à-dire A carré sur 2. D'accord? Donc, j'ai ici A carré sur 2 et ici A carré sur 4. Donc, je vais avoir 3 quarts de A carré et je dois chercher la racine de 3 quarts de A carré. C'est bon? Alors, ça donne 8KQ sur racine de 3 quarts de A carré, c'est-à-dire le A carré sur 4, je peux le sortir du radical, ça va me faire A sur 2. Je vais écrire ça ici. Hein. Ça va faire 8 fois KQ sur, alors j'ai dit que j'avais 3 quarts de A carré. Donc le A carré sur 4 sort, il devient A sur 2. Et mon 3 reste dans le radical. D'accord? Donc, le 2 va au numérateur et j'ai donc 16 KQ sur A racine de 3 comme potentiel total, donc 831 volts. C'est bon? Voilà. Alors, on va passer à l'exercice 9, c'est-à-dire qu'on va rester dans les systèmes de charge ponctuelle et puis on reviendra au système, aux exercices 5, alors aux exercices de 5 à 8. Quand vous regardez votre série, vous verrez que les exercices 5 à 8 sont des exercices sur les distributions continues de charges. Mais jusqu'à maintenant, on n'a parlé que de distribution de charges ponctuelles. Donc, on va rester sur les charges ponctuelles. Donc, on va aller à l'exercice 9. Voilà. Et puis, on reviendra la semaine prochaine aux exercices de 5 à 8. Alors, exercice 9. Je vais diminuer un petit peu pour que vous voyez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Deux charges
électrique ponctuelle Q positive fixée aux points A et B. Alors, les points A se trouvent aux coordonnées A racine de 2, 0, c'est-à-dire que cette distance-là, c'est A racine de 2. Et le point B se trouve aux coordonnées x égale 0, y égale à A racine de 2, ça veut dire que cette distance, c'est A racine de 2. Premièrement, déterminer en fonction de la distance R égale OM. Alors, j'ai OM, c'est ça que j'appelle R. Donc, déterminer en fonction de la distance R égale OM le potentiel électrique V de R au point M de la droite delta. En déduire l'intensité du champ électrique E de R au point M, représenté qualitativement E de R. Troisième question, avec quelle énergie cinétique minimale doit-on lancer de l'infini le long de la droite delta une charge Q' positive pour qu'elle atteigne le point I milieu de AB? Déterminer l'énergie interne du système ainsi formé par les trois charges Q' étant au point I. Dernière question, que se passe-t-il si on écarte légèrement la charge Q' du point I, suivant la droite delta, suivant le segment AB? Voilà. Alors, première question, on nous demande de déterminer le potentiel V de R au point M qui se trouve sur la droite delta. Alors, principe de superposition, on a deux charges qui vont chacune donner un potentiel au point M. On va faire la somme des deux potentiels pour avoir le potentiel total au point M. Donc, le potentiel, c'est KQ sur la distance RA plus KQ sur la distance RB. Alors, on nous demande d'écrire ça en fonction de R qui est la distance OM. Donc, on ne peut pas laisser ça sous cette forme. Il va falloir qu'on arrive à écrire RA et RB en fonction de petit r. Alors, qu'est-ce qu'on a comme particularité dans ce dessin? Eh bien, on a les distances IA et IB qui sont égales, d'accord? Puisque OA et OB sont égales et que j'ai cette droite delta qui... alors, est-ce qu'on me dit que c'est le milieu? Non, on ne me dit pas. Mais on voit tout de suite que le point I sera le milieu du segment AB, d'accord? Et que la distance IA va être égale à la distance IB, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce qu'on nous dit de des coordonnées des points A et B? On nous a dit que OA, c'est A racine de 2 et que OB, c'est A racine de 2. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux dire de la distance IA et de la distance IB? Eh bien, sachant que j'ai, alors, je vais calculer cette distance-là, je vais calculer AB, d'accord? Je vais dire que AB au carré, j'applique le théorème de Pythagore, hein. AB au carré, c'est égal à ce côté au carré plus ce côté au carré. Alors, ce côté au carré, ça va être quoi? Ça va être 2 fois A carré, d'accord? Puisque je fais A carré multiplié par racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2 fois A carré, plus 2 fois A carré.
C'est-à-dire que AB carré, eh bien, c'est 4A carré. C'est bon? Conclusion, qu'est-ce que je peux dire de cette distance AB? Eh bien, cette distance AB, c'est la racine de AB carré. C'est 2 fois A. Or, IA égale IB égale AB sur 2. Eh bien, ça veut dire que IA égale IB égale petit a. D'accord? Pour le moment, on ne s'occupe pas de IO. Pour le moment, on a juste démontré que cette distance étant égale à celle-ci, d'accord? Sachant que AB est égal à 2A, eh bien, IA égale IB égale A. D'accord? Maintenant, est-ce que ce côté du triangle, est-ce que c'est petit a aussi? Est-ce que la distance IO, c'est aussi petit a? Ben, je réapplique encore une fois le théorème de Pythagore, c'est-à-dire que j'ai dans ce triangle rectangle, ici j'ai l'hypoténuse, je vais écrire que l'hypoténuse au carré est égale à ce côté au carré plus ce côté au carré. Imaginons que je l'appelle le B, ce côté. IO, je l'appelle B, d'accord? Et IA, je vous rappelle qu'on vient de trouver que c'est A, d'accord? Donc, je vais écrire A carré plus B carré égale à l'hypoténuse au carré. L'hypoténuse, c'est A racine de 2, donc ça sera 2 fois A carré. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on voit tout de suite que pour que ce soit vérifié, il faut absolument que B carré soit égal à A carré, c'est-à-dire que B soit égal à A. Donc, j'ai IA égale IB égale IO égale petit a. C'est bon? Voilà, donc j'ai mes trois distances qui sont égales et qui valent petit a. Alors maintenant, je vous rappelle que mon point de départ, c'était d'arriver à écrire RA et RB en fonction de, R. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais devoir effacer pour qu'on y voit plus clair dans notre dessin, hein. C'est bon, j'efface, hein? Ça va? OK. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette distance, c'est petit a, petit a, petit a racine de 2 et a racine de 2. Alors, je cherche donc la distance RA. Alors, la distance RA dans ce triangle rectangle, eh bien, c'est RA carré égale à AI carré plus IM carré. Alors, qu'est-ce que c'est que IA? On vient de voir que c'était petit a. Qu'est-ce que c'est que IM? Eh bien, IM, il faut que je l'écrive en fonction de R. Eh bien, c'est OM moins OI, c'est-à-dire que c'est R moins A. C'est bon? Alors, IM, c'est donc R moins A. Ça veut dire que RA carré est égal à A carré plus R moins A au carré. Et puisque RA est égal à RB, eh bien, je vais écrire la même chose pour RB ici. Et je vais pouvoir faire la somme des deux potentiels. Et j'ai V de R égale à 2KQ sur RA ou bien 2KQ sur RB. Et comme RA au carré, c'est R moins A au carré plus A carré, alors là, j'ai développé. Ça donne RA égale à la racine carrée de R2 moins 2AR plus 2A carré. Voilà donc le potentiel produit par les deux charges qui se trouvent au point A et B au point N. C'est bon?
Alors ensuite, on nous demande d'en déduire l'intensité du champ électrique au point M. Alors, on va écrire la relation entre le champ et le potentiel, c'est-à-dire que E, c'est moins gradient de V. Alors ici, le potentiel, il s'écrit en fonction de R. Alors, il ne s'écrit pas en fonction des coordonnées cartésiennes qu'on a l'habitude de trouver dans les exercices. On n'a pas V qui dépend de X, Y et Z. V dépend de R. R étant la distance entre le point O et le point M. Alors, euh, on n'a pas fait les coordonnées polaires cette année, mais il se trouve que cette distance OM qu'on appelle R, c'est l'une des coordonnées polaires du point M dans le plan X, Y. Alors, ce qu'on constate, c'est que le potentiel, alors les coordonnées polaires, il y en a deux dans un plan. Il y a la distance R et il y a l'angle que fait le vecteur OM avec l'axe OX. Or ici, on voit bien que dans l'expression de V, il n'y a pas d'angle qui apparaît. Donc, on peut dire que V ne dépend que de R. Et à ce moment-là, je vais pouvoir écrire cette relation E égale moins gradient de V. Je vais dire que ça s'écrit sous cette forme, c'est-à-dire que E, c'est moins dV sur dr. D'accord? C'est-à-dire que cette, cette relation entre champ et potentiel, elle me donne habituellement trois relations, c'est-à-dire que quand vous écrivez ça en coordonnées cartésiennes, ça vous donne EX égale à moins la dérivée de V par rapport à X, EY égale à moins la dérivée partielle de V par rapport à Y, et EZ égale à moins la dérivée partielle de V par rapport à Z. Or ici, notre potentiel ne dépend que de la coordonnée R, donc on va écrire que E est égal à moins dV sur dr. C'est-à-dire que c'est comme si on avait utilisé la relation, l'autre forme de cette relation, c'est-à-dire dV égale à moins E dl, produit scalaire dl, vous avez vu ça en cours, et bien j'écris, comme le champ est radial, que c'est moins E dr. Voilà à quoi ça revient. Et donc, du coup, ben, E, c'est moins dV sur dr. Alors, ça veut dire que pour avoir le champ électrique, eh bien, je vais devoir dériver le potentiel que j'ai obtenu à la première question. Alors, je vais, pour que ce soit plus simple à dériver, le 1 sur racine de R2 moins 2AR plus 2A2, je vais dire que c'est cette expression qui est sur le radical à la puissance moins 1,5. D'accord? À la puissance 1,5 au dénominateur. Si je la mets au numérateur, elle devient la puissance moins 1,5. Donc, je cherche la dérivée. Je vais l'écrire ici. Je cherche la dérivée de 2KQ facteur 2, R2, moins 2AR, plus 2A2. Alors, le tout à la puissance moins 1,5. D'accord? Et je cherche à dériver cette expression. Alors, ça me donne quoi? Alors, il ne faut pas oublier le signe moins ici. Donc, ce que je cherche, c'est moins la dérivée de V par rapport à R. Donc, j'ai un moins 2KQ. Et je vais dériver cette expression. Alors, c'est de la forme U à la puissance n, U étant égal à R carré moins 2AR plus 2A2, et n étant moins 1,5. Donc, sa dérivée, c'est U, c'est n
à la puissance n multiplié par u à la puissance n moins 1, c'est-à-dire que j'ai écrit, alors le n, c'est le moins 1 demi, donc le voici, c'est de la forme, alors je l'écris ici, hein. La dérivée de u à la puissance n, c'est n u à la puissance n moins 1. D'accord? Donc, mon exposant n, c'est moins 1 demi. Donc, il vient ici, il devient moins 1 demi. Ça, c'est le u, d'accord? À la puissance n moins 1, c'est-à-dire moins 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi, moins 2 demi, ça fait moins 3 demi. Ça va? Et après, eh bien, je vais multiplier cette dérivée par la dérivée de l'expression qui est à l'intérieur de la parenthèse. C'est-à-dire que je dois dériver par rapport à R. Alors, la dérivée, il ne faut pas oublier que je cherche une dérivée par rapport à R. Hein. Donc, j'ai 2 fois R. Ici, il va me rester moins 2A. Et ici, la dérivée de 2A carré, c'est 0. Donc, je dois multiplier par 2 fois R moins 2 fois A. C'est bon? Le gradient. Le gradient, c'est un opérateur mathématique qui qui va vous associer à une grandeur scalaire, une grandeur vectorielle. C'est-à-dire que vous partez d'une fonction scalaire qui est le potentiel et ça va vous fabriquer une fonction vectorielle qui va être ici le champ électrique. C'est ça le gradient. Mais peut-être qu'en cours, vous ne l'avez pas vu sous cette forme. Vous l'avez vu plutôt sous la forme dv égale à moins E dl. C'est exactement la même chose. Hein. Cette équation ou celle-là, c'est la même chose. مادام تما نشوفوا لاكس اللي راه عنده الرولاسيون مع الفاريابل اللي راه عندنا في ليكسبرسيون. Oui, oui, bien sûr, vous devez. Oui, je vous écoute. وي نشوفوا لاكس اللي عنده رولاسيون مع الفاريابل اللي راه عندنا في ليكسبرسيون تاع البوتونسيال. Alors, dans l'expression du potentiel, si on avait écrit le potentiel en fonction des coordonnées cartésiennes, eh bien, il aurait fallu trouver les composantes EX, EY, EZ. Mais ici, dans l'expression du potentiel, vous n'avez que la variable R. Donc, ça veut dire que le champ, eh bien, il ne s'écrira qu'en fonction de cette variable R. D'accord? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez compris ou pas? Enfin, je ne sais pas si c'était ça votre question. Hein. وي مدام وي. C'est bon? D'accord. Alors, est-ce que vous avez suivi le calcul de la dérivée ici? Donc, j'ai à dériver une fonction u à la puissance moins 3, moins 1 demi. Donc, ça m'a fait moins 1 demi de u à la puissance moins 3 demi. Mais il faut, puisque je dérive par rapport à r, il faut que je dérive le contenu de ma parenthèse ici. Donc, je dérive par rapport à r. Ici, j'ai la dérivée de r carré, c'est 2r. Et la dérivée de moins 2 fois a étant une constante, c'est moins 2a. Voilà. Alors, ensuite, eh ben, j'ai le 2 ici que je peux mettre en facteur qui va partir avec celui-là. J'ai le moins qui va partir avec ce moins. C'est-à-dire qu'au bout du compte, je vais avoir E de R qui sera égal à 2KQ R moins A sur R2 moins 2AR plus 2A2 à la puissance 3 demi. Alors, la représentation du champ au point M,
Eh bien, la voici. J'ai un champ qui va avoir la direction de... Puisque c'est la somme des deux champs E1 et E2. On va dire que c'est porté par la droite delta. Et donc, ça aura la direction de la droite delta. Et si les charges Q sont positives, oui, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit qu'elles sont positives. Donc, il sera orienté vers le haut. Alors, ce champ est une mesure algébrique, hein. C'est-à-dire que c'est une grandeur qui peut être aussi bien positive que négative. Alors, regardez bien, si petit r est plus grand que A, eh bien, cette grandeur va être positive, c'est-à-dire que E va être dans le sens positif. Il va être ici vers le haut. Par contre, si petit r est inférieur à A, c'est-à-dire que si mon point M se trouvait ici, si la distance OM est inférieure à petit a, eh bien le champ, il va être dans l'autre sens, il serait vers le bas. Et c'est normal, puisque deux charges positives donnent toujours un champ répulsif. Si votre point est ici, eh bien le champ est vers le haut. Si votre point M est ici ou là, le champ va être vers le bas. Alors, on passe à la troisième question. مدام Oui. كنا نحب نكتبوه لا فورم فيكتوريال تاعها Alors, la forme vectorielle, eh ben, on aurait besoin de mettre un vecteur. نديرو لا بروجيكسيون On على a, اكس و ايغريك. non, on n'a pas besoin de projection. On peut mettre un vecteur unitaire. Bon, attendez. Voilà. Alors, je peux mettre un vecteur unitaire ici. Je vais l'appeler U, d'accord? Et je vais dire que le vecteur E est égal. Alors, peut-être que je vais pouvoir... oui, d'accord, attendez une petite minute. Voilà. Alors, je vais pouvoir dire que le vecteur E est égal, puisque le vecteur E va avoir la direction de ce vecteur unitaire U, qui a la direction du vecteur delta, eh bien, je vais dire que le vecteur E, c'est 2kq r-a sur r carré moins 2ar plus 2ab à la puissance 3 demi, multiplié par le vecteur unitaire U. D'accord? Ce qui fait que quand R est plus grand que A, alors R, c'est la distance OM. Si R est plus grand que petit a, c'est OI, d'accord? Eh bien, le champ est dans le sens du vecteur U. Par contre, si petit r est inférieur à A, c'est-à-dire si mon point M se trouve ici, eh bien, cette quantité va être négative. Ça veut dire que le champ va être de sens opposé à U. Ça veut dire qu'il sera vers le bas. D'accord? Donc, j'ai ma droite delta qui est comme ça. J'ai mes deux charges Q1 et Q2. Et si je suis, alors, si mon point M se trouve ici, ça veut dire que j'ai R, la distance OM, d'accord? La distance petit r qui sera plus petite que la distance petit r, c'est-à-dire ça, qui sera plus petite que A. À ce moment-là, eh bien, le champ, je vais le dessiner dans une autre couleur, le champ va être
Bon, alors, il va être comme ça. D'accord? Alors, je vous rappelle que mon vecteur unitaire, c'est celui-là, hein, c'est U qui est vers le haut. Et si je suis à cette position où R, ici R est inférieur à A, eh bien, cette quantité-là va être négative. Donc, ça veut dire que le champ, il est de sens opposé à celui de U, alors que ici, eh bien, le champ, il était dans le sens du vecteur U, parce que petit r était plus grand que petit a. C'est bon? Voilà, ça c'était, si vous voulez écrire ça en, en fonction, en grandeur vectorielle. Maintenant, vous avez parfaitement le droit de dire que c'est deux composantes EX et EY, EX étant égal à ce champ, racine de 2 sur 2, d'accord, puisque cet angle-là, c'est 45 degrés. Donc, on pouvait dire que EX, c'est E racine de 2 sur 2. Alors, en vecteur, ce sera avec un vecteur unitaire I. Et EY égale à E racine de 2 sur 2, J. Voilà. Il y a deux façons d'écrire le vecteur champ électrique. Soit vous mettez un vecteur unitaire dans la direction du champ et vous écrivez que E de R, c'est cette équation-là. Ou alors vous écrivez que E, c'est EX plus EY, EX étant E racine de 2 sur 2i. Alors, évidemment, ici, c'est parce que j'ai un angle particulier. Hein. Si j'avais eu une autre inclinaison, un autre angle θ, qui ne soit pas 45 degrés, il aurait fallu mettre ici cosinus θ et ici sinus θ. Alors, qui est-ce qui posait la question? J'ai pas vu. C'est bon? Vous avez votre réponse ou pas? Bon. Eh ben, on passe à la suite. Hein. Alors, avec quelle énergie cinétique minimale doit-on lancer de l'infini le long de la droite delta une charge Q' positive pour qu'elle atteigne le point I, milieu de AB. Voilà. Alors, on veut... Ok. Alors, ce qu'on veut faire, c'est être à l'infini, envoyer une charge Q' et être sûr qu'elle arrive au point I. D'accord? Donc, la question qui est posée, c'est quelle est, d'une certaine façon, quelle est la vitesse qu'il faut lui donner pour qu'elle arrive au point I. Alors, on ne vous demande pas de calculer une vitesse, on vous demande quelle est l'énergie cinétique qu'il faut lui donner pour qu'elle arrive au point I. مدام Oui? معليش تعاودين لا كيستيون تروازيام كيستيون مدام كونيكسيون راحت لي وعاود رجع. Ah, d'accord. Donc, c'est vous Allez. qui avez... C'est comment votre nom? Bilal, c'est ça? Oui, oui, D'accord. madame. Ok. Bon, ben, je reprends. Alors, je ne sais pas où est-ce que votre connexion s'est arrêtée. Est-ce que quand j'ai mis un vecteur unitaire U, ça allait? Non, vous avez tout raté. Non, madame. Vous avez vu avec le vecteur U ou pas? Non. Non, d'accord. Donc, je reprends. Alors, j'ai donc
Bon, c'est bon. Alors, j'ai deux façons de faire. Soit je dis que je mets un vecteur unitaire ici, d'accord? Je l'appelle le U. Et vous voyez bien que votre vecteur E, il a la même direction et le même sens que le vecteur U. Et à ce moment-là, ben, je vais dire que le vecteur E de R, c'est ce qu'on vient de trouver comme mesure algébrique de E multiplié par le vecteur unitaire U. Ça va? Alors, regardez bien. Ça, c'est une mesure algébrique. Si R est plus grand que A, eh bien, cette mesure algébrique va être positive. Ça veut dire que E est dans le sens de U. C'est le cas ici. Mais si R est plus petit que A, qu'est-ce que ça veut dire R plus petit que A? Ça veut dire que je suis mon point M au lieu d'être ici. Alors, vous voyez bien que R est plus grand que A. Si je mets mon point M ici, d'accord? Vous voyez bien que R, cette fois-ci, il est plus petit que A, puisque j'ai la distance OM qui est plus petite que la distance OI. Or, la distance OM, c'est ça qu'on a appelé R, et la distance OI, on a démontré tout à l'heure que c'était la distance petit a. Donc, si votre point M se trouve ici, donc pour petit r inférieur à A, eh bien votre champ électrique, au lieu d'être comme ici vers le haut, il va être vers le bas, puisque le champ E va être de sens, si ça c'est négatif, E va être de sens opposé à U. C'est clair? Donc voilà votre droite delta, je vais essayer de faire une droite. D'accord. Alors, voici le point I. Voici la distance A. Et ce qu'on a appelé R, c'est tout ça. D'accord? Si mon point M est ici, la distance R, c'est depuis O jusqu'à M. Et donc, on avait trouvé que si R est plus grand que A, eh bien, cette quantité est positive. Donc, le champ électrique est vers le haut. Voici le champ E. Maintenant, si R est inférieur à A, c'est-à-dire si mon point M est ici, je vais l'appeler M', hein, ce n'est pas le même point. Ici, j'ai R inférieur à A. Ça va? Par contre, ici, M, j'avais R supérieur à A. Donc, quand R est supérieur à A, eh ben, on a vu que E est dans le sens de U, donc il était bien vers le haut. Par contre, ici, eh bien, R étant inférieur à A, cette quantité va être négative. Ça veut dire que E va être de sens opposé à U. C'est-à-dire que mon champ électrique en ce point M', eh bien, le voici. Je vais l'appeler E'. D'accord? Il va être de sens opposé à U. Alors, U, c'est le vecteur qui pointe vers le haut, hein. Il a la direction de la droite delta et il est orienté vers le haut. Et c'est ça que j'ai choisi comme sens positif. D'accord? Voilà. Ça, c'était pour écrire le vecteur E avec un vecteur unitaire U. Mais on avait tout à fait le droit de procéder autrement. Alors, c'est bon, j'efface ça. Vous avez compris, Bilal, pour le moment? Oui, madame, oui. Alors, vous m'aviez Ma- dit, oui, madame, لي- مادام البوان تاع كي بريم هو اي euh, اللي راهم يهضروا عليها في ليكزرسيس 3 في لا كيستيون تروازيام كيستيون. attendez, on n'en est pas encore, on n'en est pas encore à Q', hein. Vous avez voulu qu'on revienne. Ah oui, d'accord.
moi j'en suis à la question 2, hein, j'en suis pas encore à la question 3. C'est parce que c'est vous qui m'avez posé la question, est-ce qu'on peut écrire ça sous forme si on veut écrire ça sous forme vectorielle, est-ce Oui, oui, que est-ce qu'il faut mettre des composantes X, Y? Alors, je vous dis qu'on peut le faire avec une seule composante, d'accord? Avec le vecteur U. Mais d'un autre côté, je vais effacer ça. On peut aussi dire que E, c'est EX plus EY. Et à ce moment-là, EX, eh ben, on va dire que c'est, la voici, EX, et voici EY. Alors, EX, c'est E cosinus de cet angle c'est 45 degrés. Donc, je vais dire que EX, je vais les écrire séparément, hein. EX, eh bien, ça sera E cosinus 45 degrés, c'est-à-dire E racine de 2 sur 2 I, et que E, Y, eh bien, ça sera la composante verticale. Donc, E sinus 45 degrés, c'est-à-dire E racine de 2 sur 2 J. À ce moment-là, alors, en écrivant que E, c'est l'expression qu'on a trouvée ici, hein. Donc, c'est 2KQ R moins A sur R2 moins 2AR plus 2A carré à la puissance 3 demi, racine de 2 sur 2, I, plus la composante suivant l'axe OY. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? oui, madame, c'est bon. D'accord. OK. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut avancer un petit peu dans la question 3? Bon, je crois pas. Il nous reste une minute, donc on va s'arrêter là. On reprendra la question 3 la prochaine fois. D'accord? C'est bon, madame. Allez, bon après-midi et bon courage pour vos autres cours.